reste une réalité. Ne baissons pas la garde, protège-toi et protège les autres en respectant les gestes barrières. Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale ce jeudi 1er octobre 2020. Mesdames et messieurs, nos invités sont déjà sur place. Prudence Sarkondi, bonjour Prudence. Bonjour cher Théodule et bonjour aux amis téléspectateurs. Très bien. Et, avec vous, nous avons Raimi Lawani. Raimi Lawani, journaliste donc Radio Olokiki de Kobe. Vous venez directement de Kobe. Je viens directement de Kobe, comme vous venez de le dire, et je profite pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices du département du Plateau qui sont abonnés désormais à... Qui sont véritablement abonnés bien avant. Bon, nous sommes tous d'accord qu'ils sont bien abonnés, mais c'est déjà un de plus de voir leurs frères intervenir sur des sujets d'actualité. Merci beaucoup, merci. Alors, juste peut-être, la question du jour, vous l'avez suivi, non Oui, le nettoyer des yeux. Les yeux se nettoient d'eux-mêmes. Quand on était enfant, petit garçon, vous avez un petit problème, on met les produits n'importe comment sur les yeux, alors que les yeux même a un système de nettoyage systématique la nuit. Moi, je pense qu'il faut s'en remettre à ça. Et si vous avez des problèmes au niveau des yeux, il faut aller voir un ophtalmologue pour qu'il fasse un constat avant d'appliquer tel ou tel produit là-dessus. Parce que les gens ont coutume, quand vous avez tel problème, c'est la cousine qui a utilisé tel produit, elle vous donne un peu, vous appliquez ça sur les yeux, ne sachant pas les problèmes qu'elle avait, ça peut endommager les yeux par là. Donc le conseil que peut-être on peut prodiguer et tirer de la question du jour, c'est que si les gens ont des problèmes au niveau de leurs yeux, qui consultent un ophtalmologue ou de laisser carrément les yeux là même, fassent leur nettoyage systématique. Très bien. Président, un mot? Je suis de l'avis de Raimi. Les yeux ont leur propre système de nettoyage, comme beaucoup d'organes au niveau de notre corps. Et c'est important que l'on sache s'en tenir à cela, au lieu de créer des dégâts en voulant aider l'organisme à un nettoyage. Et particulièrement pour les yeux, il nous faut faire beaucoup plus attention parce que c'est quelque chose qu'on ne remplace pas. Donc il faut faire tout possible pour les préserver et pour qu'ils soient, pour qu'ils fonctionnent bien. Si, comme le dit Raimi, s'il y a des problèmes, l'idéal c'est de recourir à un spécialiste pour ne pas créer d'autres problèmes. Très bien. Irréversibles surtout. Très bien. Nous parlons des yeux, donc qui concernent la santé, puisque ça fait directement la transition vers le sujet du jour, santé des hôpitaux malades de mauvaise gestion. Et oui, nos centres de santé sont malades de la gestion qu'on en fait. Et il faut rappeler qu'un rapport des missions d'investigation de différents corps de contrôle dans les formations sanitaires publiques révèle, et là c'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 23 septembre, révèle donc de graves manquements vis-à-vis des dispositions qui régissent donc la corporation, des cas de rançonnement, des refus de prise de service, des commandes faites avec de fausses, faux documents, nous allons dire, de faux documents justificatifs, des ventes illicites de médicaments, etc. Autant d'irrégularités qui mettent à mal donc la bonne santé de nos centres de formation sanitaire et qui ont donc obligation de secourir la population malgré les nombreux efforts que le gouvernement ne cesse de déployer dans ce secteur. On continue d'assister donc à ces cas de mauvaise gestion. Prudence Sarkondi, on s'étonne aujourd'hui. Et malgré tout ce qu'on fait depuis 2016 comme sensibilisation par rapport à la gestion de tout ce qui est bien public, des gens continuent encore de se comporter de la sorte.
Merci, cher Théodule. Moi, ma première déception, c'est qu'on n'ait pas pu identifier ou nommer en fait les administrations hospitalières concernées. Comme on l'a fait pour les enseignants, je me rappelle que dans ce pays, on a cité des noms d'enseignants en Conseil des ministres pour avoir pris peut-être 2 kilos de riz ou bien quelques kilos de riz, quelques litres d'huile. Et que dans ce cas, on ne puisse pas citer les personnes. À mon avis, il s'agirait peut-être d'une part, de deux mesures. Je ne sais pas si, c'est parce que d'autres personnes, des personnes ont alerté le gouvernement que ce n'était pas la meilleure méthode de citer les gens directement en Conseil des ministres. Mais si on l'a fait pour certains et qu'on ne le fait pas pour d'autres, il y en a certains qui naturellement vont se sentir frustrés. Surtout que dans le lot, il y avait des personnes qui ont pu se défendre et il n'était pas vraiment le problème, quoi. Le problème était ailleurs. Maintenant, pour revenir à la situation, à la question du jour, la mauvaise gestion dans les hôpitaux, c'est un problème comme le gouvernement l'a si bien souligné dans le communiqué. C'est un problème à plusieurs facettes. Et je ne pense pas que ce matin, sur ce plateau, on puisse déjà parler de tout ce panel de problèmes qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux. On a parlé, par exemple, d'un point de vue financier. C'est peut-être une chose que nous, en tant qu'usagers des hôpitaux, ne sommes pas toujours informés. Mais il y a des choses dont nous sommes souvent, nous vivons, comme la mauvaise gestion des malades, et le mauvais accueil qu'on fait aux malades. Il y a la façon dont on gère, par exemple, les femmes enceintes et les femmes qui doivent aller accoucher ou qui sont sur la table d'accouchement. Comment on leur parle, ou du moins je dirais comment certains agents leur parlent, parce que ce n'est pas tous les agents qui sont concernés, mais il y a beaucoup qui, par moment, oublient leur serment et ne savent pas qu'ils sont là pour le service. C'est vrai que, on pourrait dire, parfois la charge psychologique les fait craquer, mais ils sont là pour ça et ils doivent s'organiser pour apporter le maximum de soutien aux malades et le maximum de soins qu'il faut pour leur guérison. Nous avons tous entendu des anecdotes de ce qui se passe, par exemple, aux urgences, parfois au CNHU ou dans d'autres hôpitaux, où on ne prend pas vraiment soin du malade. Maintenant, c'est aussi une vérité que quand il y a mauvaise gestion, on va avoir moins de moyens, on va avoir moins de disponibilité, on va avoir moins de capacité à faire ce qui doit être fait. Oui. Très bien. Avant de revenir plus en détail sur ces comportements, dans le cas d'espèces, on a signalé les griefs qui ont été relevés par cette mission. Il y a le rançonnement, il y a la vente illicite des médicaments, le refus de prise de fonction par endroit, de fausses pièces justificatives par rapport à certaines commandes opérées dans ces centres de santé. C'est quand même une question qui doit s'étonner aujourd'hui, qui doit étonner les gens au regard de tout ce qui est fait comme sensibilisation au jour le jour, au quotidien donc, pour permettre aux gens de comprendre que désormais les choses ont changé. Monsieur Théodule, est-ce que les gens s'étonnent que vous demeuriez encore journaliste? C'est votre habitude de parler et c'est votre manière de parler. Mais moi, je ne m'étonne pas parce qu'ils avaient cette habitude-là et l'habitude est une seconde nature. Mais avant d'aller plus en profondeur, je partage le point de vue de Prudence sur la question de ce qu'il faut que le gouvernement nous aide à identifier les hôpitaux
mise en cause. Parce que pour une poignée de riz, des directeurs d'école, les noms ont été cités, on a vu tout ce qui a suivi, donc qu'on nous aide à identifier ces hôpitaux et les responsables de ces hôpitaux pour que le débat soit fait avec beaucoup plus de pointure. Mais l'autre chose, c'est les griefs qu'on porte au niveau de ces hôpitaux. Peut-être, moi je voudrais même que nous abordions de façon beaucoup plus spécifique la question du mauvais accueil. Mais si vous allez dans nos maternités, dans nos hôpitaux, pas seulement... Oui, avant d'en arriver là, les griefs, parce que tout est parti, le constat, bien les constats, c'est à partir de cet effet qu'il faut dénoncer. Et ça, la mission aussi, non, les missions l'ont révélé, qu'il y a eu vente illicite des médicaments, rançonnement, présentation de fausses pièces justificatives jusqu'aujourd'hui dans nos centres de santé, formation sanitaire, c'est suffisamment grave. Il s'agit de la santé humaine. Mais je reste perdu parce que je ne comprends pas qu'un agent de santé qui nous interdit l'achat des médicaments au bord de la voie puisse nous servir des médicaments sans l'aval des pharmaciens et autres. Je ne comprends pas comment des gens de santé puissent rançonner des gens alors qu'en amont, ils ont un salaire payé par l'État, même si on sait tous que le fonctionnaire n'est pas souvent bien payé dans notre pays, mais on parle de ce que nous ne devons pas entendre. Je reste tout à fait sur le sujet du jour, je suis totalement perdu. Je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas par où finir, parce que je suis en train de voir que nous allons dans nos hôpitaux pour aller acheter entre griffes de la santé pour rester en vie, mais nous allons pratiquement pour aller acheter de la mort. Quand l'agent qui doit me soigner, quand l'aiguille qui doit me piquer, je ne sais pas son origine, c'est l'agent qui sort ça. Quand la dame qui vient d'accoucher, on lui demande d'acheter un produit, et qu'on sait pertinemment que le produit ne sera pas utilisé, et on lui commande ça, et la dame, à peine tourner la tête, on passe le produit à côté. Quand on sait que quand vous accouchez, par exemple, la nuit autour de 23h30 ou 1h du matin dans nos hôpitaux, vous devenez la vache à lait. Entre griffes, excusez peu l'expression de certaines de nos sages-femmes dans les hôpitaux, ça pose réellement problème. Et moi, je voudrais peut-être ce matin commencer par déjà encourager le gouvernement pour cet effort qui est fait. Et quand on sait la lutte qui est menée depuis 2016, j'allais donc dire, contre la corruption, et qu'on en arrive jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire que le mal a des oreilles très très dures. Et quand un petit garçon a des oreilles dures, il faut lui taper sérieusement les fesses pour s'il y en a, pour qu'il puisse uriner, pour lui enlever ça complètement de son organisme. Parce que, monsieur Théodile, c'est sorti parce que, non, c'est sorti, c'est-à-dire, c'est sorti à la place publique. Des hôpitaux spécifiques, je suis sûr, l'enquête n'est pas allée peut-être dans les tréfonds, dans le Bénin profond, où les villageois vivent le pire que ce que l'enquête a révélé. Peut-être on est resté peut-être dans certains hôpitaux visibles et on a fait les enquêtes, on a eu ces résultats. Mais allez dans les tréfonds, je ne nomme pas une localité, mais les usagers de nos hôpitaux, les clients entre griffes des hôpitaux vivent le martyre avec nos agents de santé. Et les agents de santé se cachent peut-être sur le vocable que ils ont un jargon qui parle que personne ne maîtrise. Ils ont des expressions codées qu'ils utilisent que personne ne maîtrise. Lesquels, par exemple, vous en connaissez? Si le gouvernement n'a pas cité le nom des hôpitaux, ne me demandez pas de mettre à la place publique les jargons que... Non. Oui. Mais c'est te dire, le mal est plus profond que ça. Et il faut attaquer le mal par la racine désormais. Et pas enrayer ça complètement, mais taper foncièrement sur le mal pour qu'on puisse espérer que demain ça va diminuer. Parce qu'on ne peut pas avoir zéro taux de corruption. Oui, Prudence, revenons donc au comportement qu'on remarque. Vous étiez en train de les dénoncer, de vous les citer, parler, ces comportements qu'on remarque, et vous l'avez dit, quand il y a mauvaise gestion, ça rejaillit sur l'ensemble des prestations qui sont offertes dans ces centres de santé, centres de formation sanitaire. Vous savez comme moi, cher ami Théodule, que il y a des Béninois qui ont fait le choix de ne pas aller dans certains hôpitaux, quel que soit le mal dont ils souffrent et quel que soit le plateau technique ou en fait qu'il peut y avoir dans ces hôpitaux-là, parce que en fait, ils sont arrivés malgré eux à faire
en fait, à la conclusion que quand on va dans ces hôpitaux-là, pour un certain mal, on a très peu de chances de s'en sortir. Alors que, a priori, la personne va, en fait, pour être guérie. Quand je vais dans un hôpital, quand je ne me sens pas bien, c'est pour ressortir, en fait, en pleine forme. Pas pour aller, en fait, ajouter d'autres situations à ma situation initiale, d'autres maladies à ma maladie initiale. Quand le gouvernement diligente une telle mission et que, bon, on nous fait part de quelques conclusions, c'est intéressant. Mais le mal, comme le dit Raimi, c'est plus profond que ça. Il ne s'agit pas que de mauvaise gestion, mais ce sont des habitudes qui sont ancrées. Vous savez qu'il y a parfois dans certains hôpitaux des gens qui achètent des médicaments plusieurs fois. On dit... Non, mais le même médicament, il faut... non, en fait, le même médicament, surtout par exemple quand c'est la femme qui a l'accouchement, c'est vrai qu'avec le kit pour la césarienne, la situation s'est améliorée, mais on sort, on dit, bon, en fait, votre patient est là-bas, on lui écrit ici. Vous voulez dire, on vient d'acheter quelque chose, non? On dit, bon, en fait, soyez là en train de raisonner. Votre malade, c'est nous qui savons ce que vit votre malade là-bas. Et donc, on crée un stress en vous, vous obligeant à aller acheter le médicament. Parfois, et c'est ce qui embête beaucoup de personnes, parfois, on sait que, bon, le malade, il est peut-être à 2 minutes, il n'y a plus pratiquement rien à faire. Pas de dire aux parents, bon, en fait, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais on fait faire des dépenses faramineuses aux parents et en fait, les gens s'achètent parfois les médecaments, ils n'ont même pas eu le temps de revenir. Et on vient leur annoncer qu'il n'y a plus rien. Parfois, on achète un certain nombre de médicaments, mais bon, les gens estiment qu'on ne les a pas utilisés pour le patient. Et donc, quand on parle par exemple de vente illicite de médicaments, c'est peut-être ça. Parce que, bon, on a eu le temps de faire des réserves sur peut-être des choses que certains ont achetées, on peut les remonter. Ça ne voudra, à mon avis, ça ne voudra pas dire qu'il s'agit de faux médicaments. Parce que même le gouvernement n'a pas dit ça, on a parlé de vente illicite. Mais comment on peut vendre illicitement des médicaments si actuellement, au Bénin, ce ne sont que les pharmacies qui ont la possibilité de vendre les médicaments. Ça veut dire que soit les gens ont encore la possibilité d'avoir les médicaments par des circuits non officiels, soit qu'ils ont la possibilité d'avoir les médicaments sans, en fait, ils ont la possibilité de les avoir parce que d'autres ont payé, ils les ont pas utilisés. Mais si ça continue comme ça, c'est la population qui est entre griffes appauvrie. Parce que, bon, on fait faire des dépenses qui ne sont pas vraiment utiles à la personne. Et je pense qu'on a parlé aussi, par exemple, des commandes avec de fausses pièces. Bon, ça, c'est un fait de corruption. Et je ne sais pas s'il faut dire de détournement, bon, c'est au cas par cas. Et c'est au gouvernement de faire beaucoup plus de lumière sur le contenu même de ces rapports-là, pour nous aider à mieux apprécier la situation. Vous savez, parfois, ce qu'on nomme fausses pièces, ça peut être simplement que ça n'a pas suivi la procédure normale. C'est une pièce tout à fait justificative de la commande, mais ça n'a pas suivi la procédure administrative requise. Et si c'est ça, bon, la situation est encore, on voit ça sur un autre plan. Mais si c'est que on a pris des pièces qui
a priori ne devrait pas exister et qu'on utilise ou pour des commandes qui n'ont jamais eu lieu, on trouve des justifications, des pièces justificatives pour des commandes qui n'ont jamais eu lieu, ça aussi, c'est une autre situation. On a l'impression que avec le compte rendu que nous avons eu, que nous nous retrouverons peut-être beaucoup plus dans ce deuxième cas-là, que bon, en fait, il s'agirait peut-être des choses dont on n'avait pas besoin ou qui n'étaient jamais venues, mais dont les dépenses ont été engagées. Et si c'est ça, c'est encore plus grave dans un pays où nous manquons de ressources, à la fois pour assurer les différentes politiques, y compris sanitaire. Oui, et donc dans ce cas, vous convenez avec nous que le gouvernement a peut-être raison de vouloir à tout prix dépolitiser ce secteur et passer les responsabilités à appel de concours. C'est-à-dire ceux qui seront désormais responsables de ces centres de santé, de ces centres de formation sanitaire, doivent être recrutés à base du concours. Oui, je pense que sur la question, le gouvernement a certainement raison. Mais moi, je voudrais que nous voyions la question sous un autre angle. Mais pourquoi on refuse, en tant que Béninois, d'être patriote par rapport au bien public? Quand il s'agit du service public, pourquoi on fait de la lâcheté? Pourquoi on s'amuse avec le bien public? Moi, je pense qu'il faut commencer par éduquer nos enfants du primaire à avoir la crainte du bien public. Quand on sait que c'est un bien public, on peut l'utiliser à loisir. Prenez l'exemple simple du système éducatif. Dans les collèges publics, en dehors des lycées militaires des jeunes filles et du Britannique militaire qui donnent de très excellents résultats, lesquels collèges encore publics, les CEG, donnent encore des résultats aussi mirobolants qu'ils soient. Vous verrez les collèges privés, les collèges des églises confessionnelles, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a un national qui est mis en place dans ces écoles ou dans les structures privées qui est axé sur le résultat. Sur ce point, si vous me permettez, moi, si vous regardez par exemple la structure du lycée des jeunes filles et du Britannique militaire, vous verrez que ce n'est pas très loin de ce que vous pensez des écoles privées. L'organisation, la structuration, les moyens, ce n'est pas très loin de ce que nous avons dans les écoles privées. Prenez par exemple un CEG comme le CEG Pégame. C'est un grand CEG. Il faut voir l'effectif d'élèves qu'il y a dans cet établissement-là. Un premier point, il faut voir l'effectif que nous avons par classe. Ça, c'est un deuxième point. Moi, je pense que trop souvent, on jette le tort à l'enseignement public et on estime que dans le privé, ça va. Mais ce n'est pas les mêmes modes et ce n'est pas les mêmes moyens. C'est pas avec les mêmes moyens les gens travaillent. Et donc, on ne peut pas, en toute logique, vouloir que les gens produisent les mêmes résultats. Et c'est pourquoi j'ai voulu rebondir assez rapidement sur votre exemple. Quand nous prenons ce qui se passe dans les deux cas que vous avez cités, le Britannique militaire et le lycée des jeunes filles, ce n'est pas très loin de ce que nous voyons des grandes écoles privées, encore que ce n'est pas toutes les écoles privées qui donnent de bons résultats. C'est les grandes écoles privées qui donnent du bon résultat. Nous voyons que leur structuration n'est pas trop loin de ce que nous avons dans ces établissements-là. Ils sont très peu, l'effectif n'est pas grand, les enseignants n'ont pas beaucoup de personnes, en fait, d'élèves à encadrer. La masse horaire pour le travail aussi est allégée. Et il y a beaucoup de choses qui ne... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, par exemple... Nous allons recentrer le débat, revenir sur le sujet. Je suis d'accord sur votre analyse du bien public. Mais je voudrais souligner rapidement que le problème, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui disent, par exemple, qu'on ne peut pas expliquer. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que bon, la santé telle que c'est géré, c'est un bien public. Et les gens disent que nous ne pouvons pas expliquer un phénomène dynamique par un phénomène statique.
Mais je voudrais quand même essayer d'expliquer notre approche du bien public. Vous savez, pour la plupart des Béninois, le bien public n'appartient à personne. Quand on dit n'appartient à personne, c'est que personne n'est obligé de prendre soin du bien public. Ça, c'est dans la tête de tous les Béninois. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que, en fait, la majorité, je vais dire, la majorité des Béninois, le bien public. C'est pourquoi on dit souvent, il y a un adage qui dit dans nos langues que le mouton du village est souvent affamé. Parce qu'il n'y a personne pour lui trouver à manger. Chacun dit, l'autre va le faire et finalement, personne ne le fait. Parce que chez nous, nous n'avons pas... En fait, le bien public pour nous a été entendu comme un bien du colon. Parce qu'au temps de la colonisation, quand en fait, c'est pour le blanc que tu vas travailler. Donc, ce que tu fais là, en fait, ça ne t'appartient pas. Ça n'est pas. Vous verrez, par exemple, que notre idéologie. Oui, je suis d'accord, mais il faut comprendre. Notre idéologie du bien public avant la colonisation est différente de notre idéologie du bien public après la colonisation. Avant la colonisation, mais on dit qu'on veut aller travailler dans le champ du roi. Tu es qui pour avoir. En fait, tu n'as pas d'autre priorité. On dit qu'il y a quelque chose de public. Tu n'as pas une autre priorité. Mais quand le colon, en fait, quand la colonisation est arrivée, et même après la colonisation, c'est qu'on n'a pas réussi à comprendre que l'État, là, c'est chacun de nous. Et c'est ce que je fais qui fait que ça peut avancer. Et même l'agent de santé, par exemple, qui va travailler, estime que, bon, en fait, c'est l'État. Mais l'agent de santé ne sait pas que quand je dis l'État, c'est encore moi. Et même l'usager des hôpitaux, il dit, bon, en fait, ici, c'est chez l'État. C'est l'hôpital public. Bon, donc, il pense aussi qu'il peut faire quelque chose, il peut se donner, il peut se permettre un certain nombre de choses qu'il ne pourrait pas se permettre dans des hôpitaux privés. Tout en oubliant que quand il parle de l'État, c'est encore lui. Donc, c'est notre perception du bien public qu'il faut peut-être, comme vous le dites, corriger. Mais dès le bas âge, il faut apprendre, par exemple, aux enfants que quand je vais à l'école, je prends soin de la classe. Comme si c'était ma propre maison. Pas que je prends soin de la classe parce que c'est la classe. Je prends soin de la classe parce que c'est un bien qui m'appartient aussi. Quand nous prenons, par exemple, les voies publiques, nous ne pensons pas que ce sont des choses qui nous appartiennent en partie parce que nous sommes béninois. Nous pensons que, bon, c'est la voie de tout le monde. Et quand c'est sale, bon, c'est pas grave. Il y a des gens... Si chaque béninois, par exemple, faisait l'effort, je ne dis pas pour les voies inter-État, mais si chaque béninois faisait l'effort pour nettoyer, par exemple, pour mettre au propre en fait, la voie qui passe, la portion de voie qui passe devant lui, mais on gagnerait. Très bien. On gagnerait en salubrité. Et donc, c'est l'État qui doit le faire. Il y a la haute conscience de tout un chacun, surtout dans le milieu sanitaire, parce qu'il s'agit de s'occuper des gens, des hommes. Et donc, c'est de la santé humaine qu'il s'agit. Oui, M. Todul, je voudrais peut-être demander à Prudence s'il n'est pas marié, je lui conseille de se marier pour se rendre. Oui. Pour se marier. Oui. Comme vous, c'est comme les autres aussi. Mais pourquoi? Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Pour que sa femme soit en état, pour qu'il commence les tracasseries dans nos hôpitaux publics. Il a vécu plusieurs fois. Bon, pour comprendre réellement, s'il a vécu, alors là, je passe le débat pour dire, il sera mieux pour lui, ou bien il préfère, là où il est là, d'aller dans les cliniques privées, au détriment de l'hôpital public. Pourquoi? Parce que dans ces cliniques, c'est qu'on vous offre l'accueil, parce que l'employé qui vous reçoit sera payé en fonction du nombre de clients qui est venu se faire traiter dans ces cliniques. Du coup, il y a cette prise de conscience directe de celui qui vous reçoit, qui vous accueille, qui vous met à l'aise. Quand vous allez dans certains hôpitaux, ne serait-ce que l'accueil, si vous êtes proche de la mort, les gens vous précipitent vers cette mort. Donc, pensez, ça c'est peut-être personnel, c'est Lawani, pensez confier les hôpitaux dans une agence privée, je pense que ce serait une solution, une porte
s'il vous plaît, Oui, une porte de sortie à tout ce que nous avons constaté dans nos hôpitaux. Si c'est cher et que ce qu'on nous donne, c'est de la qualité, moi, je pense qu'il faut aller vers ça. On ne peut pas aller à l'hôpital pour aller faire de l'à peu près. On ne fait pas de l'à peu près sur la santé humaine. De toute façon. On fera de l'à peu près peut-être sur les animaux, mais sur la santé humaine, quand vous commettez. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a lu des choses acquiescentes sur les réseaux sociaux, que par erreur de médecins, de négligence, des gens ont perdu leur vie. Non, de toute façon, les erreurs, si vous le permettez, nous allons... Moi, je n'encourage pas les médecins à faire des erreurs. Mais il y a une différence entre les erreurs et les fautes. Et ici, en fait, si les gens peuvent prendre conscience, ça va évoluer. Par contre, par rapport au fait qu'on recrute des gens pour gérer les hôpitaux, nous savons que l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, avait une filière. Je pense que la filière a été supprimée entre-temps en licence ou en master, je ne sais plus trop. Ils appelaient ça, administration hospitalière, universitaire, intendance, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça que l'autre avait fait, l'honorable Tchenotin, je ne sais plus trop. Et c'est à eux qu'on devrait confier la gestion des hôpitaux. Mais il y a eu une guéguerre entre eux et les médecins. Parce que les médecins estiment que, quelqu'un qui a fait par exemple 3 ans d'études, parce que là-bas c'est la licence, si tu fais si tu fais beaucoup, c'est le master. Et tu viens te mettre à diriger des gens qui ont fait un bac plus 7, bac plus 11 et peut-être même plus. Il y a eu un problème. Les gens estiment aussi que, le fait que les gens ne connaissent pas en fait un certain nombre de réalités du monde médical, ça les diminue, ça les limite dans la gestion efficiente qui pouvait être faite. Maintenant, est-ce que dans la nouvelle démarche, il y a eu, je dirais co-construction en fait. Est-ce que c'est une décision participative ou en fait à laquelle tous les acteurs du monde médical, en fait, du monde de la santé ont participé pour que on retienne l'approche la meilleure qui permette à tous les acteurs de se sentir en fait de ne pas se sentir diminués, mais de permettre à tous les acteurs d'être à l'optimum de leur capacité et de leurs compétences. Si ça se fait comme ça, je pense que ce serait de toute façon, parler du service public ou du service public, le gouvernement travaille en tout cas pour que le malade, la population, tous ceux qui bénéficient de ces services ne sentent pas la différence entre le privé et le public. C'est le plus important aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que cette question a été réglée par la catégorisation, le choix qui a été fait par ces hommes de santé. Celui qui a choisi rester en public, reste en public. Celui qui veut aller en public, reste en public. Et le jeu est clair. C'est vrai qu'il y aura toujours des brebis galeuses et les sanctions sont là et pour régler les choses. Nous, si vous le permettez, nous allons passer au sujet qui parle de l'urbanisation, de l'utilité de nos réserves administratives. C'est vrai, on en parle de presque tous les jours dans presque toutes les communes, des réserves administratives qui sont bradées. La question qu'on se pose est de savoir, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il s'agit, ces responsables et tout, aller des maires, responsables à divers niveaux, ne savent pas qu'on parle d'urbanisation, et donc qui parle d'urbanisation, parle donc de réserves administratives qu'on doit mettre à la disposition de l'État pour construire et rendre urbaines ces zones-là. Et c'est ahurissant. Non, mais ça, le mal est tellement profond et ça gêne la gestion qui est faite aujourd'hui dans certaines de nos communes. Les gens font de la gestion quotidienne. Les gens font une gestion et ne pensent pas aux générations futures. Quand on parle d'urbanisation, on fait appel à quoi par exemple l'urbanisation, le géomètre doit venir, la voirie, les services de la voirie. Il y a tout un ensemble qui doit s'asseoir pour dire voilà, dans telle localité que nous voulons faire le lotissement, quand on va finir, on va dégager tel nombre d'hectares pour l'école, ainsi de suite.
Mais il s'est fait que quand on a déjà fini de dégager les terres. Puisque l'IGN a déjà fait un travail préalable en amont et dégage tout ce qui est réserve administrative. Là où l'école doit rester, les hôpitaux, etc., l'IGN s'en occupe. Donc, mais c'est ça la vache à lait de certaines de nos mères. C'est cette terre réservée pour les écoles que du jour au lendemain, on imagine, on crée un propriétaire fictif qui n'existe nulle part et qui vend la terre à X ou à Y avec des papiers signés en 24 heures. Les papiers, on doit faire les enquêtes et autres là, en 24 heures, celui qui a acheté cette parcelle-là a déjà les papiers. Et du coup, ça crée un manque à gagner énormément pour nos communes. Et je pense que les maires, quand on convoque un maire, soit en exercice ou non, devant les tribunaux, pour la plupart des cas, c'est pour les affaires domaniales. Dans la plupart des cas. Vous allez c'est vous qui pensez. Non, mais dans la plupart des cas, non, mais dans la c'est vous plupart qui des pensez. dans la plupart des cas, quel est le problème qui amène nos maires, quel est le problème qui amène nos maires devant les tribunaux? Il faut avoir le courage de le dire. Généralement, ce sont les affaires domaniales. Qu'est-ce qui amène généralement les comités de lotissement et autres là devant? Les comités défilent. Il n'y a pas de tribunal où vous irez au Bénin ne pas voir des plaintes. Non. Vous allez ce que nous disons là. Non, ce que nous disons. Le bénéfice. Non, ce que nous disons là, Monsieur Théodule, vous savez mieux que moi que ce que je dis, c'est de la pure vérité. Que quand vous allez dans nos tribunaux, vous n'allez pas aller au parquet consulter les dossiers en instance sans vous en rendre compte qu'il y a des affaires domaniales. Certainement, nous n'allons pas nous immiscer dans tout à fait, nous sommes tous d'accord. Mais, oui. Mais arriver à céder les réserves administratives, ça pose un problème de morale et d'éthique. Et bizarrement, ceux qui livrent ou ceux qui se livrent à cette activité de vente de réserves administratives, généralement, c'est des gens qui sont proches du soir de leur vie et ne pensent même pas à leurs petits-enfants qui doivent venir pour aller à l'école. Parce que quand vous vendez un bien public, quand vous vendez un domaine aujourd'hui qui doit servir d'école dans 10 ans, c'est que vous privez une grande génération de l'éducation. Qui doit servir d'hôpital, vous privez toute une grande génération de hôpitaux dans nos localités. Et ça fait que dans certaines communes, on amène des projets pour construire des écoles et autres, et les messieurs des terres, mais en vain, ça n'arrive point. Oui, Président Sarkozy. Pour la petite histoire, moi, on m'a dit que le domaine de l'université d'Abomey-Calavi s'étendait jusqu'à la clôture de l'ITA. Et le jour où j'ai appris ça, j'étais tombé des nues. Tout l'espace, c'est 2-3 fois plus que l'espace sur lequel s'étend actuellement l'université. Qui est parti. Et nous avons ces situations-là. Quand vous allez dans d'autres universités, en fait, de la sous-région, mais c'est de grands domaines. Ce n'est pas... En fait, c'est vrai que pour beaucoup, l'université d'Abomey-Calavi, c'est déjà grand, mais l'université d'Abomey-Calavi, à côté de certaines universités de la sous-région, ce n'est rien. Mais c'est parce que, à un moment donné, on a morcelé des parties, on a cédé des parties petit à petit et c'est parti. Le premier problème que nous avons au Bénin, c'est que la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient aux collectivités. Et ce sont les collectivités qui cèdent pour l'usage public une partie de leur domaine. Et lors des lotissements, qu'est-ce qui se fait? Vous avez déjà acquis votre parcelle. Il y a, si je ne suis pas géomètre, mais je pense que c'est ce qui se fait, il y a un coefficient qu'on attribue. Un coefficient de réduction. Il y a un coefficient qu'on attribue et qu'on enlève de votre domaine, de ce que vous avez acheté, de ce que vous avez acquis normalement, et qui normalement est réservé pour la voirie, pour l'urbanisation. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas d'urbanisation, c'est que la zone à laquelle vous êtes ne peut pas être considérée comme une zone développée. Maintenant, le problème, il reste encore à la relation que nos autorités, en fait, le Béninois d'abord, et les autorités ont avec le bien public. On pense que, comme le dit quelqu'un,
l'État, c'est un immense gâteau à parts multiples auquel chacun doit accéder au moins une fois dans sa vie pour prendre sa part. Donc, en fait, c'est l'idée que certains ont. Donc, quand ils ont la possibilité de venir là, ils se disent, ah non, mais il y a des réserves administratives ici, il y a des réserves administratives là. Bon, ces réserves-là, surtout, ne sont pas connues de beaucoup de personnes. Donc, bon, on peut brader ça rapidement. En fait, c'est ça la vraie situation. C'est que les gens pensent que parce que je suis devenu autorité dans une localité, ça me donne le droit de disposer de ce qui appartient au public, parce que le public n'est pas informé, en fait, comme tout le monde. Parce que vous savez, c'est maintenant qu'on met les plaques sur les réserves administratives. Sinon, entre-temps, bon, il n'y avait pas de plaques. Entre-temps, il y avait bien sûr de plaques. Non, pas toujours. Par endroit, oui. Par endroit, mais pas toujours. Si bien que des gens ont acheté les réserves administratives sans le savoir. Actuellement, bon, ça va, c'est un autre problème qui viendra, en fait, que les tribunaux vont devoir gérer. Il y a des gens qui ont acquis des parcelles en toute légalité, en fait, pour eux, sur ces domaines qui étaient réservés, en fait, qui étaient des réserves administratives. Maintenant, bon, ça reste un autre combat juridique qui va être fait. Mais nous avons un problème, nous avons un mauvais rapport avec le bien public, et c'est ça qu'il faut corriger à toutes les échelles, au niveau de tous les échelons, du citoyen lambda à l'autorité. Très bien. De toute façon, il s'agit de faire comprendre aux populations, aux autorités, que ces domaines, ces réserves administratives sont pour l'urbanisation. Et écoles, la gestion des écoles, la construction d'écoles, des routes, de tout ce qui est infrastructure qui participe à l'urbanisation. C'est de ça qu'il s'agit, pour que ça ne continue plus et que ce qui peut être récupéré doit l'être. Mais les autorités le savent. Mais ils savent ça, non? Ils sont allés à l'école, ils savent que les réserves... Mais dans la pratique, on dirait ça ne se... Non, en fait, ce n'est pas qu'ils sont ignorants de cela. Non, mais les autorités savent. Ils le savent peut-être mieux que nous. Mais ce qu'on dit, c'est qu'ils pensent que non, mais on peut troquer. En fait, excusez-moi le terme, l'avenir des... En fait, ils pensent que le fait qu'ils prennent, par exemple, je prends 500 mètres carrés d'un domaine de 10 hectares, ce n'est pas encore véritablement un problème, quoi. Et il reste encore beaucoup. Ils pourront l'utiliser. On veut faire école. Donc, quand on enlève 500 mètres carrés de 10 hectares pour l'école, bon, ce n'est pas encore un grand problème. Mais ce qu'il oublie, c'est que lui il a pris sa part entre griffes. Il pense que c'est sa part, il a pris 500 mètres carrés. Quelqu'un d'autre viendra aussi prendre 500 mètres carrés. Quelqu'un d'autre viendra, trouvera que, bon, en fait, 500 mètres carrés, c'est peu pour lui et qu'il faut peut-être qu'il prenne 1 hectare. Et de cette façon-là que les réserves ont disparu à certains endroits. Ce n'est pas que c'est une seule personne qui a bradé toute la réserve, mais bon, peut-être une personne a bradé une partie, l'autre est venu à trouver que, bon, en fait, il ne restait plus grand-chose. Donc, bon, le mieux, c'est que, en fait, un domaine de 5 hectares qui était réservé pour les activités, en fait, pour construire un terrain de sport, par exemple, et il n'en reste que peut-être 1000 mètres carrés. Bon, il dit 1000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de sport avec 1000 mètres carrés? Bon, vaut mieux faire disparaître cette réserve-là. On saura que, bon, on n'a plus de temps. En fait, c'est des logiques comme ça, à mon avis, qui sous-tendent ces mauvaises actions qu'il faut déplorer. Si l'autorité prend 500 mètres, rassurez-vous que le service des affaires domaniales prendra aussi quelque chose. Ah, ça, je ne sais pas. Non, moi je vous dis ça. Pour dire, avant que le maire ne prenne 500 mètres, rassurez-vous que sur toute la chaîne, chacun a pu se tirer, au moins si c'est 100 mètres carrés, chacun a pu se tirer de cette portion de terre. Mais l'autre chose qu'il faut peut-être dévoiler aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que quand le maire X a fait ça, par exemple, en 2000, c'est que le maire Y qui est venu
fera pas comme lui. Il va peut-être abandonner ce domaine-là et s'attaquer à un autre domaine d'utilité publique que vous et moi, nous ne connaissons pas. Mais que lui, fondamentalement et consciemment, sait qu'à ce niveau, c'est un domaine public. Oui, parce et qu'il a les pleins pouvoirs. Du coup, tous les domaines publics réservés pour les infrastructures sont touchés et les dimensions sont réduites. Et quand on cherche maintenant un domaine pour ériger une infrastructure qui peut-être va occuper 5 hectares, vous verrez peut-être que c'est à un endroit, on a 2 hectares et demi. À quelque part, on a. Du coup, ça fait que certaines communes perdent énormément des projets. Je ne citerai aucune commune ici. Vous voyez par exemple toutes les gymnastiques qui sont faites chaque fois quand il y a un grand projet, on est obligé de faire en fait d'aller faire des dédommagements aux populations en fait. Et comment on dit, et on va dégager des populations, on va leur dire bon en fait on veut déclarer ce domaine-là d'utilité publique, alors que dans les projets d'urbanisation il y avait des domaines qui avaient été réservés pour ces grands projets. Pour ces grands projets-là. Et ça crée des manques à gagner. Non seulement l'État perd ces domaines-là, mais l'État est obligé de payer à nouveau des domaines pour pouvoir ériger des et l'autre système aussi qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, les gens doivent être très vigilants sur la question, c'est que quand on vous déloge et on déclare votre zone d'utilité publique, en amont on met à votre disposition un autre espace. On met on parle des bon, je pense que là ça dépend des c'est ça je dis on parle des sinistrés et autres, mais à ce niveau le paradoxe, c'est que vous retrouvez des gens qui ne sont pas sur l'autre domaine, mais qui deviennent du jour au lendemain propriétaires. Qui sont déclarés des sinistrés. De toute façon, ça, je n'ai pas... Bon, vous n'avez pas compris? J'ai compris. C'est des gens, en fait, qui n'étaient pas... On déclare un domaine X d'utilité publique, qui n'était pas propriétaire sur le domaine X, et on a trouvé de la parcelle en guise de dédommagement. Pour ceux qui étaient sur le domaine X, mais ils n'étaient pas sur le domaine X, mais ils se retrouvent sur le domaine Y. Comment ils ont fait pour avoir de la parcelle? Est-ce qu'ils ont payé? Ils peuvent avoir payé. Bon, ils peuvent pas payer, mon cher ami. Monsieur le Président, dans ce cas, ils peuvent pas. Attendez. Dans ce cas, ils peuvent pas payer. Ils peuvent pas payer parce que on a déclaré 25 parcelles d'utilité publique. Dans le domaine, on a 25 parcelles. Si vous n'êtes pas propriétaire, on ne peut pas vous retrouver sur ce domaine. De toute façon, on ne peut pas vous retrouver sur ce domaine. Il faut partager cela. Non, peut-être que le propriétaire nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous n'allons pas polémiquer sur ce sujet. Oui, faire le dernier tour de table pour ces deux sujets. Il s'agit de l'urbanisation de nos localités. Nous voulons du développement. Nous avons parlé, et nous prenons ça d'ailleurs, du développement à la base, et ça c'est une question qui interpelle tout un chacun de nous. Nous devons donc préserver tout ceci et changer de comportement, que ce soit dans le domaine de la santé, des hôpitaux qui sont mal gérés, ou de nos réserves administratives. C'est là la grande question. Nous allons profiter, faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Les deux sujets que nous avons eus ce matin interpellent notre rapport, comme je le disais, par rapport au bien public. Et c'est à ce niveau-là que je pense que nous avons encore à travailler. Nous avons à travailler en amont et en aval. En amont, par la sensibilisation et tout ce que nous savons en matière d'éducation à la bonne citoyenneté, mais aussi en aval par les sanctions appropriées qu'il faut pour décourager les auteurs de ces actes qui ne sont pas à conseiller. À conseiller. Sur le premier, moi je pense, j'abonde dans le même sens que Prudence pour dire il faut fondamentalement repenser l'éducation, surtout des enfants dans nos écoles par rapport au bien public. Il en est de même pour le second sujet aussi, mais faire ce que nous pouvons appeler l'andragogie au niveau des personnes âgées qui bradent le bien public. Parce qu'un enfant ne peut pas aller brader un bien public, c'est des responsables qui le font. Et il leur faut une rééducation. On va parler de ça, une éducation pour leur expliquer qu'en posant tel ou tel acte qui compromettent ainsi l'éducation
ou l'avenir de toute une génération. Je voudrais sincèrement vous remercier. Merci à vos chers invités, Prudence Akondé, merci d'être venu, Raimi Lawani, merci d'avoir fait le déplacement depuis le plateau, depuis Pobé, depuis Radio Lokiki. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous allons devoir prendre congé de vous ce jeudi matin. Le temps de vous retrouver demain, vendredi, pour d'autres sujets. N'oubliez pas les différents rendez-vous qui nous attendent et n'oubliez aussi surtout pas que nous sommes en direct sur YouTube, ETélé Bénin, Facebook et les différents canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme sur ETélé.